Moi, je trouve que là, juste en face, on dirait un château fort moderne. Ça vous fait penser à quoi, vous? Ça pourrait être Disney, ça pourrait être à Londres aussi. Ça a longtemps été une citadelle industrielle. Ouais. Dans les donjons, vous savez ce qu'il y avait? Dans les donjons, il y a des dragons. Non, il n'y avait pas de dragons, il y avait des silos à grains et 24 meules pour transformer les céréales de la Beauce en farine pour les Parisiens. Bien sûr. La matière première arrivait donc sur les docks par ce canal. Vous venez souvent vous promener ici? Je suis venu quelques fois en bicyclette. Nous sommes aux portes de Paris, à Pantin, et ces grands moulins ont alimenté les boulangeries de la capitale pendant plus d'un siècle, de la fin du 19e au début du 21e. Est-ce que vous savez ce qu'abrite aujourd'hui ce chef-d'œuvre du patrimoine industriel? De la haute technologie, j'imagine. Une grande banque française. Voilà. Bref, on continue à faire du blé, quoi. C'est ça, farine et blé, vive la vie. Bonjour Charles-Élie Couture. Et bonjour, ça fait plaisir. Plaisir partagé. Bon, je prends mon élan. Peintre, photographe, poète, créateur de vêtements, activiste, galeriste et évidemment chanteur, auteur, compositeur. On va en avoir des choses à se dire dans cette émission. En attendant, on se fait une petite balade le long de ce canal que vous aimez? Ça marche. On y va. Long d'une centaine de kilomètres, le canal de l'Ourcq part de Mareuil dans l'Oise pour se déverser dans le bassin de la Villette dans le 19e arrondissement de Paris. Sa construction a été décidée par Napoléon Bonaparte afin d'alimenter la capitale en eau potable. Depuis, il a eu bien d'autres utilités que nous allons découvrir ensemble. Bonjour Olivier. Bonjour Valérie, bonjour Charles-Élie. Salut. On part en balade? Oui. Le long de ce magnifique canal qui a eu 1001 vies. Aujourd'hui, c'est notamment un temple du street art. Sous quelle impulsion il est devenu ce musée à ciel ouvert? Sous l'impulsion des graffeurs eux-mêmes d'abord. C'est-à-dire qu'une des histoires du canal, c'est cette histoire industrielle qui a accompagné notamment tout le XXe siècle. Quand la désindustrialisation a commencé et que ces lieux sont devenus des friches, eh bien, les graffeurs avaient des spots incroyables puisqu'ils avaient des surfaces hautes, larges, qu'ils ont exploitées. Et c'est Charles-Élie qui a voulu nous emmener ici parce qu'il aime le street art, Charles-Élie. Ça fait partie des arts nouveaux, si je puis dire. C'est né dans les années 80 et si dans un premier temps c'était considéré comme un art, on va dire, social, c'est devenu petit à petit un art d'expression. Là, on est devant les magasins généraux qui ont longtemps été laissés à l'abandon. Expliquez-nous ce que c'était, ce que c'est devenu. Alors les magasins généraux, on l'appelait aussi le bâtiment des douanes. C'était un lieu de stockage de produits, d'alcool en provenance des anciennes colonies, puis des territoires et départements d'outre-mer. Ils étaient laissés là en quarantaine. Alors quand ça a fermé, ça a été une friche qui a été utilisée, surutilisée par les graffeurs. Ouais. Et il a été transformé il y a quelques années seulement. Il accueille aujourd'hui les bureaux d'une société de communication. Bon, là, on est devant un portrait de Marion Cotillard. Pourquoi est-ce que l'artiste a choisi de représenter l'actrice? Parce qu'il est sans doute séduit parce que cet artiste représente à la fois d'un point de vue artistique et puis du point de vue de ses engagements. C'est une vraie performance parce qu'il l'a faite en très peu de temps. La nacelle avait pu être mise à disposition sur 5 jours seulement. Il avait très peu de recul et donc le réalisme de cette œuvre est assez saisissant. On est quand même au croisement de la photographie et de la peinture, là. C'est d'une grande finesse, le travail est extrêmement subtil. Faire ça à main levée, ça nécessite une structure de pensée de la part de l'artiste qui est absolument phénoménale. Bon, Olivier, cette balade touche à sa fin, mais avant de nous quitter, je vais vous lire une citation et vous allez essayer de deviner de qui elle est. Une citation qui colle parfaitement à ce lieu. L'art doit faire la jonction entre le fonctionnalisme de la société industrielle et les aspirations de la culture pop. C'est de qui? À tout hasard, Andy Warhol. C'est une citation de monsieur Charles-Élie Couture dans voilà. son manifeste de la rock. Absolument. Voilà, bravo. Un seul amour, une seule vie, seule et unique.
Charlélie, vous êtes un rescapé du Covid. D'abord, vous avez été contaminé par le virus. Ensuite, c'est toute votre vie artistique qui a été mise entre parenthèses. Tous vos projets ont été reportés? Oui, comme tout le monde. Il y avait en même temps la sortie d'un livre, une biographie écrite par David Desvérités, qui était accompagnée par mon 24e album, qui s'appelle Trésor caché, perles rares, avec quoi je dois partir en concert, en tournée au mois de septembre. Tout ça, ça s'enchaînait d'une manière construite, et puis alors maintenant c'est disloqué, le bouquin sort après, la tournée commence, enfin... Mais l'avantage, c'est que j'ai profité du printemps d'une manière merveilleuse, au-delà, une fois passé l'épisode du viral et guérison et ainsi de suite, j'ai, chose qui ne m'arrive jamais, vécu le printemps. 25 albums, plus de 1500 concerts, 22 bandes originales de films, des quinzaines d'ouvrages de réflexion, de photos, de dessins, des expositions un peu partout à travers le monde. Je m'épuiserai, Charlélie, à tenter de vous définir, mais j'imagine qu'il y a un fil qui relie chacune de vos créations. Oui, je crois que ce qui fait le lien dans tout ça, c'est vraiment la poésie. Mais la poésie dans le sens grec du terme, c'est-à-dire le fait d'agir, transformer ses émotions en quelque chose. Il se trouve qu'au départ, je rêvais d'être réalisateur de cinéma. C'est pour ça que je suis entré aux Beaux-Arts. Je payais mes études en chantant mes chansons à l'époque, on en vivait. Et ce qui fait que j'ai développé un savoir-faire dans ce domaine-là, et puis d'écrire. En fait, ce qui m'a rendu connu, c'est le fait d'être chanteur, mais ce que j'ai appris, c'est la peinture, enfin, c'est tout ce qui est lié à l'image, et ce que je fais le plus, c'est d'écrire. Donc j'ai toujours développé ça, et ça s'appelle, sous l'appellation du multisme. N'y a-t-il vraiment qu'un seul Dieu à l'Olympe des cieux? Une seule option, une seule manière, une seule lumière qui nous éclaire. Vous avez longtemps fui Paris, direction New York, pour échapper à votre notoriété musicienne qui entravait vos aspirations d'artiste plasticien. Qu'est-ce qui a marqué vos 15 années new-yorkaises? New York est une ville dans laquelle... D'abord, c'est une ville dure, dans laquelle chacun se lance des défis. Je me souviens, je ne sais pas combien de fois, sur ma bicyclette, m'être tiré des bourres avec le coursier chinois à côté pour savoir le premier qui arriverait au prochain feu rouge. Et c'est une ville dans laquelle les gens existent en allant au bout d'eux-mêmes. Dans une ville comme New York, la première chose que les gens m'ont demandé, c'est « qu'est-ce que tu viens faire ?» Alors qu'en France, on me demandait de me justifier par rapport à ce que j'avais fait. Comme moi, les gens m'avaient connu comme chanteur, ils me référaient toujours à ce qu'ils connaissaient de moi, c'est-à-dire la chanson. Et ils avaient du mal à admettre que je puisse avoir autant d'intention et d'exigence dans le domaine des arts visuels. Un seul destin. En chanson, vous en avez parcouru du chemin depuis votre premier album autoproduit, et cette chanson qui passe encore aujourd'hui sur les ondes, qui date de 1981, Comme un avion sans ailes. Vous avez enregistré dans des studios mythiques, aux Bahamas, à New York, dans un moulin anglais. Quels sont vos meilleurs souvenirs d'enregistrement? Oh, j'en ai beaucoup, et à chaque fois je me réinvente. Il y a effectivement la première fois que je suis parti à Nassau aux Bahamas dans les studios de Compass Point et où j'ai rencontré Grace Jones, Robert Palmer, Ringo Starr avec qui je tapais j'ai improvisé la veille de l'assassinat de John Lennon. Toute cette période où je découvrais un monde lointain grâce à la musique, c'était une période exaltante parce que je n'en voyais pas la limite, c'était arrivé d'un seul coup. En France, on ne croyait pas en moi, c'était le producteur de Bob Marley, Chris Blackwell, qui me signait sur son label. Tout allait être possible. Comme un avion sans aile, j'ai chanté toute la nuit
et j'ai chanté pour celle qui ne m'a pas cru toute la nuit. Puisque vous êtes un amoureux des mots, je vous propose un petit ping-pong. Je vous cite et vous développez votre pensée. Est-ce que vous êtes prêts? C'est crack. Quand on vous demande ce que vous faites comme musique, vous répondez du poétique rock blues. J'assume. C'était ce qui me permettait de me situer à peu près le plus justement dans le paysage que les gens peuvent identifier. Va sonner le présent. Je me souviens très bien de t'entendre lancer que tout est possible, mais qu'il faut résister, résister, brother. Résister, sister. Vous dites, mon travail c'est de mettre en forme la notion abstraite du sentiment humain. Oui. Une œuvre artistique, en fait, c'est la formalisation du mystère intérieur. C'est-à-dire, les sentiments, ils sont universels et ils sont les mêmes depuis la nuit des temps. Le fait d'être artiste, c'est de vivre les mêmes émotions que tout le monde, mais de trouver un moyen pour raconter ce qu'on ressent. Dans votre livre La mécanique du ciel, vous écrivez « Les mots m'aident à voir ce qu'il y a en moi ». Qu'est-ce qu'il y a en vous en ce moment? En ce moment, il y a Rimbaud, par exemple. Je me suis concentré sur les quelques 5-6 photos qu'on connaît de lui pour me dire, et s'il l'était aujourd'hui, qui serait-il? Donc, je fais des tableaux dans lesquels il y a le visage de Rimbaud, mais réactualisé, disons. Nous partons à présent à la rencontre d'un autre alchimiste amoureux des expériences multiples. Fabien Chalon nous ouvre les portes de son atelier, l'occasion de nous émerveiller devant ces machines qui mêlent intimement la mécanique et la poésie. Le public parisien avait pu admirer durant plusieurs années une installation de 8 mètres de haut, Le Monde en Marche, qui surplombait l'intérieur de la gare du Nord. Bonjour Fabien. Bonjour. On est dans votre royaume ici. Je sais pourquoi vous avez choisi de nous le présenter. C'est un artiste protéiforme. Il y a de la littérature, il y a de la poésie, il y a de l'esthétisme, il y a une grande profondeur philosophique dans son travail. Je suis admiratif. Et chacune de vos œuvres nous propose une expérience sensorielle, émotionnelle. J'espère. On a envie de toucher à tout. Je crois qu'on peut actionner. On a le droit ou pas? Oui, c'est fait pour. Je fais des œuvres interactives, on s'implique. Donc votre dernière création, je crois que c'est celle-ci. Elle s'appelle Danser. Danser. Prêt, Charlie? Volontiers, en mouvement. Allez. Chacun, vous allez prendre une clé et vous allez les faire se toucher l'une et l'autre. Attention, on va être connecté à vie. Attention. Attention. C'est parti. 3, 4. Et ça démarre. Et ça y est. Ok, c'est parti. Clic-clac. Waouh. Ce qui est magnifique dans ce travail, c'est que c'est un travail sur les éléments, en fait, à la fois sur les choses finalement essentielles qui sont comme une sorte de vocabulaire intérieur mystérieux et qui est en rappel avec toute une musique qu'on a à l'intérieur de soi. C'est un spectacle, hein. On est comme au théâtre, on est happé. Moi, je fais quelque chose, je suis très précis dans mon intention, mais j'ai envie que l'interprétation soit très large. Bravo. Moi, j'ai envie d'aller voir la rouge. Ouais, la rouge. Ouais. Hein? Allons-y, elle s'appelle la bouche d'Irène. D'accord. Et délicatement, tu bascules. Attention, c'est parti. On l'aura compris, derrière chacune de vos œuvres, il y a une réflexion. Et puis la dernière, c'est sur les trous noirs. Où va la lumière quand elle est happée par le trou noir, c'est ça? Voilà, c'est ça. Stephen Hawking a raconté que sur les trous noirs, il y avait une limite à partir de laquelle on ne pouvait plus s'approcher et qui s'appelle l'horizon des événements. C'est beau. Ça, Merveilleux. Merveilleux, hein? c'est une telle densité, une telle attraction, le trou noir, qu'au-delà de cette limite, ton destin ne t'appartient plus.
Et donc cette œuvre-ci est également une évocation du trou noir. Du cosmos, du trou noir, de l'infini, de notre grandeur et de notre petitesse. Charles-Élie, c'est l'heure déjà de se quitter. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter avant de vous dire au revoir? Rester en mouvement, toujours actif, continuer, me laisser surprendre par chaque instant et ainsi de suite, comme je m'efforce de surprendre les autres. Vous n'avez pas sommeil. Non, même pas sommeil. C'est la fin de ce Paris des Arts. Pour revoir l'émission consacrée à Charles-Élie Couture, vous pouvez bien sûr vous rendre sur notre site internet. Et puis, vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit également sur les réseaux sociaux et sur le compte Instagram, le Paris des Arts Off. À très vite. Merci. Presque rien, suffit de presque rien. Pour qu'on s'aime ou qu'on se désire, pour qu'on se craigne ou qu'on se déchire.